La manipulation de l'information battrait-elle donc son plein? En tout cas, ça ne se relâche pas, en effet. C'est que désormais, on vit dans un univers vraiment étrange où les Français conscients, malheureusement, il y a énormément de Français qui n'en sont pas conscients, qui regardent TF1, BFM TV, France 2, comme si c'était une source de vérité. Mais en réalité, effectivement, il faut se méfier de toutes les informations qui circulent. J'ai eu l'occasion d'en parler des fake news, comme on dit, ou des infox, comme paraît-il il faut dire en français, ou des bobards, ou des fausses nouvelles, qui, elles, sont développées par des médias d'envergure, comme par exemple cette idée sur laquelle tout se passerait très bien au Portugal, ça serait une embellie. Puisqu'on en est à parler de ces bobards, il y a quand même, je voudrais faire une mention spéciale, un prix spécial du jury, comme on dit à Cannes, pour l'affaire de France 2, qui, lors de son journal télévisé, je crois que ça devait être le 13 août dernier, ou je sais plus si c'est le 10, 12 ou 13 août, où Valérie Astruc, pendant le journal télévisé de 20h, la journaliste, qui prétendument est spécialiste de la politique, etc., a fait une émission, une petite pastille de chez quelques minutes, sur où est-ce que les dirigeants passent leurs vacances à l'étranger, et elle a présenté Poutine en disant voilà que il faisait la chasse au tigre, avec une photo à l'appui où on voit le président de la Fédération de Russie qui est accroupi à côté d'un tigre qui en fait est une tigresse. Je parle de l'animal, hein, je parle pas de Valérie Astruc. Et là, et donc que le tigre est là et est à ses pieds. On a l'impression qu'il a été tué. Alors, c'est quand même un véritable scandale parce que tout le monde sait que c'est une fake news dans toutes les salles de rédaction. En fait, il s'agit d'une photo qui a été prise en 2008, qui a été utilisée d'ailleurs par un journal économique qui montrait que Poutine s'intéressait à la cause animale. Et ça, c'est un fait avéré. Même les anti-poutiniens primaires, il se trouve que le président de la Fédération de Russie s'intéresse aux animaux, à la cause animale, comme toute personne sensible, et qu'il a pris à cœur justement la défense d'un certain nombre d'espèces protégées, menacées d'extinction, comme le tigre de Sibérie. Et donc il y avait eu un reportage à la télévision russe, alors qui était plutôt favorable à Vladimir Poutine, c'est exact. Mais enfin, c'est pas France 2 qui va venir nous expliquer que les télévisions parfois cirent les pompes des dirigeants. Parce que M. Macron nous a été présenté jusqu'à l'affaire Benalla, M. Macron nous a été présenté comme si c'était l'incarnation de je ne sais pas quoi, du génie du millénaire. Et que c'était un type extraordinaire sous tous les égards. C'était plus cire-pompe que France 2 à l'égard de Macron. On se demande encore où le trouver. Donc c'est vrai qu'il y avait eu un reportage en 2008 où on voyait que Vladimir Poutine avait participé à une expédition de sauvetage de tigres de Sibérie et il avait envoyé une lancette, une petite fléchette hypodermique, donc à travers le derme, pour endormir la tigresse en question. Et ça avait été ensuite utilisé par des officines dont on ne sait pas trop d'où elles étaient, pour faire croire au public occidental que Vladimir Poutine était en fait une espèce d'abomination de la désolation, quelqu'un qui était tellement sans cœur et tellement qu'il faisait la chasse d'une espèce menacée qui était le tigre de Sibérie, comme s'il avait en fait été un chasseur de tigres, un chasseur de grands fauves, comme on pouvait le voir au XIXe siècle en Afrique. Je rappelle d'ailleurs au passage que le roi d'Espagne, l'ancien, pas l'actuel, mais le père de l'actuel, le roi Juan Carlos, a fait de la chasse aux grands fauves en Afrique il y a quelques années, que ça avait été un objet de scandale en Espagne et que ça avait hâté d'ailleurs son abdication en faveur du roi actuel, de son fils Felipe. Mais pour en revenir à Poutine, c'était pas du tout le cas. Le plus extraordinaire dans cette affaire de France 2, c'est que France 2 avait déjà sorti cette même fake news en 2013. Le 4 janvier 2013, ils avaient fait une émission en disant « Poutine est un assassin de tigres ». Et ça avait déjà fait un scandale à l'époque en disant « c'est une fausse nouvelle, renseignez-vous ». Le plus incroyable, c'est que donc 5 ans et 6 mois après, au journal télévisé de 20 heures de France 2, devant des millions de téléspectateurs, France 2 ressort la même affaire. Voilà. Et au passage, il y a eu un tel tollé de gens quand même qui suivent l'actualité, à commencer par RT France, la télévision russe, qui a balancé tout de suite montré que c'était faux, que France 2 a fait « ce n'est pas une fake news, c'est une erreur involontaire ». Je trouve ça... c'est dingue. Hein.
Il faudrait que les dirigeants de France 2, le porte-parole de France 2, il aille sur le divan d'un psychanalyste. Ça n'est pas une fake news, c'est une erreur involontaire. Alors déjà, j'aimerais savoir la différence qu'il y a entre une fake news et une erreur involontaire. J'aimerais savoir aussi ce que ça veut dire que probablement France 2 fait des erreurs volontaires, je ne sais pas. Enfin, c'est une mine à creuser pour cette affaire. Le fait que ce soit la deuxième fois en 5 ans, ça témoigne soit que les dirigeants, enfin les journalistes en question sont d'une incompétence inimaginable, ce que n'arrive pas à croire, c'est quand même des professionnels, soit au contraire qu'ils l'ont fait délibérément, et donc c'est une erreur volontaire et une fake news. Ce que nous avons demandé d'ailleurs à cette occasion, nous avons envoyé un communiqué de presse qui a d'ailleurs été repris en Espagne par des médias espagnols, assez curieusement, mais les 3000 journalistes français que nous avons arrosés, français internationaux, notre communiqué n'a pas été repris. Mais c'est quand même incroyable parce que je rappelle que voici un mois et demi, je crois, ou un mois, la chaîne de télévision russe RT a été épinglée, comme on dit, par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a la mise en demeure parce qu'ils avaient fait un reportage sur la Syrie et les propos qui étaient tenus par un Syrien ne correspondaient pas à la traduction. RT France s'en est excusé ensuite en disant qu'il y avait eu effectivement des coupures qui avaient été faites par RT France, de gens qui ne parlaient pas l'arabe et qui avaient mis un autre passage. Donc les propos avaient bien été tenus par la personne interviewée, mais c'était pas le bon passage qu'ils avaient placé. Donc c'était quand même un péché véniel. Alors nous avons demandé que le CSA fasse quelque chose d'aussi sévère que vis-à-vis de RT, donc mette en demeure France 2 de se justifier, de présenter ses excuses. Ils l'ont fait en disant oui, c'est une petite erreur, mais en fait ça n'est pas normal. J'en profite d'ailleurs au passage pour signaler que France 2 s'assoit d'ailleurs allègrement non seulement sur les fake news, mais aussi s'assoit allègrement sur le simple respect de la loi, puisque depuis le vendredi précédent le premier tour de l'élection présidentielle, voici donc à 1 an, et maintenant 4 ou 5 mois, eh bien, moi-même et l'Union populaire républicaine, nous avons eu droit sur France 2 à très exactement 0 heure, 0 minute et 0 seconde de couverture et d'entretien, ce qui est totalement en contradiction avec la loi et notamment avec les directives qui sont fixées au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Nous allons remettre ça sur le tapis à partir de la rentrée. Et là, nous allons maintenant hausser le ton. Nous envisageons de prendre des mesures nouvelles pour nous faire entendre. Pendant qu'on en est à parler des fake news, on a aussi appris cette chose incroyable, qu'il y a une ONG belge qui s'appelle, de 4 personnes, qui s'appelle EU Disinfo Lab, qui est censée traquer la désinformation venant des gens qui seraient critiques contre l'Union européenne. Et donc, il y a un vent mauvais qui souffle en ce moment sur l'ensemble de l'Europe. Et on voit le projet de M. Macron avec sa loi anti-fake news. Il peut aller se rhabiller, Macron. Enfin, je sais pas si c'est déshabillé, mais en tout cas, il peut aller se rhabiller parce que il voulait faire une loi anti-fake news et c'est la grande chaîne de télévision publique France 2 qui est prise la main dans le sac en rééditant à 50 intervalles au journal télévisé la même fake news. Donc il y a quand même un petit problème. Mais dans l'esprit des gens qui promeuvent ces lois anti-fake news ou ces observatoires de la désinformation naninana, ce sont toujours des européistes qui sont là pour essayer de faire croire aux gens, à l'opinion publique, que ce seraient ceux qui seraient contre la construction européenne qui divulgueraient les fausses nouvelles. Donc nous, maintenant, nous allons de plus en plus à l'UPR pointer du doigt et montrer les fausses nouvelles. Fausses nouvelles lorsque, par exemple, j'en ai parlé dans un autre entretien, lorsque, au sujet de l'effondrement du viaduc en Italie, la Commission européenne s'est indignée des attaques faites par le gouvernement italien en disant « Mais nous donnons énormément d'argent à l'Italie pour la réfection de ces routes. » Je rappelle, c'est pareil pour la France, je rappelle que la France donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit, que l'Union européenne ne donne pas d'argent. Elle restitue une partie de l'argent que lui ont donné les contribuables français. Donc déjà, dès qu'on parle de fonds européens, on est dans la fake news. On est déjà dans la manipulation de l'opinion politique. Alors, cette ONG belge qui s'appelle EU Disinfo Lab a décidé, comme ça, de sa propre initiative, d'essayer de trouver des justifications pour montrer que, en fait, je crois que c'était au sujet de l'affaire Benalla, d'ailleurs, au sujet de l'affaire Benalla, qu'il y avait des liens entre les gens qui critiquaient Macron et des gens qui auraient été proches de la Russie. Enfin, c'est du délire. On est dans le délire venu des États-Unis d'Amérique.
qui s'inspire directement de cette tradition américaine qui est l'une des pires qui soit, qui est la chasse aux sorcières, les sorcières de Salem. Qui après a débouché sur le McCarthyisme. La société américaine est une société qui, un petit peu comme les Malaisiens, les Malais, le peuple malais, de temps en temps, se lance dans des trucs délirants qu'on appelle amok, c'est-à-dire une espèce de furie meurtrière. La société américaine, c'est un peu ça, c'est que de siècle en siècle, d'un seul coup, les Américains se lancent dans un truc dingue. Ça a été la chasse aux sorcières de Salem, ça a été le McCarthyisme dans les années 50, c'est-à-dire une espèce personne n'échappe à une espèce d'inquisition générale où on soupçonne n'importe qui de faire le moindre poil qui dépasse et l'objet d'un scandale si ça n'est pas conforme à la pensée dominante. Alors vous savez ce qui se passe aux États-Unis où Trump, parce qu'en fait il est la cible d'une partie de l'establishment américain qui ne voulait pas de Trump comme président, qui ne veut toujours pas de lui et qui lui met dans les pattes continuellement depuis son élection la prétendue ingérence russe dans l'élection américaine. Et puis tout y passe, tout dépend maintenant de la Russie. Vous avez vu on a vu des informations comme quoi c'était les Russes qui avaient manipulé le Brexit. Alors maintenant, paraît-il que ce seraient les Russes qui auraient fait que les Français s'intéresseraient à l'affaire Benalla. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Les retransmissions des débats qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et au Sénat sur l'affaire Benalla ont battu des records de fréquentation sur Internet. C'était pas parce que Vladimir Poutine était là en train de demander aux Français d'aller regarder ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors le plus grave, c'est que ce laboratoire belge censé chasser la désinformation contre l'Europe, eh bien, en a profité pour faire un fichage de l'opinion politique d'un certain nombre d'internautes. C'est-à-dire qu'on avait un tel, on savait que si c'était, pas seulement politique d'ailleurs, mais l'orientation sexuelle, la religion, catholique, juif, et puis c'est dingue. On est dans un univers de type orwellien. Le pire étant qu'il semblerait même qu'un laboratoire du CNRS, en France, aurait fait la même chose. C'est dire à quel point les libertés publiques sont menacées dans notre société, à quel point il faudrait revenir aux fondamentaux de la CNIL, de la Commission nationale informatique et liberté. Je rappelle comment le projet, cette CNIL avait été créée, je crois, en 1978-79, après un projet qui avait été lancé par l'INSEE, qui dans les années 73 ou 74 avait voulu faire un projet qui croisait des informations sur les citoyens français. Ça avait été jugé gravement discriminatoire et gravement préjudiciable au problème des libertés publiques. Il y a un véritable problème de liberté publique qui se pose en Occident en général, en Union européenne en particulier et en France encore plus particulièrement. C'est que désormais, sous couvert de faire respecter une prétendue vérité, eh bien on en est presque au point d'imiter le roman 1984 de George Orwell, qui parlait de la création d'un ministère de la vérité qui indiquerait ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Il est très très grand temps que tout ceci s'arrête. Il est très très grand temps que les Français se rendent compte de la société coercitive, de surveillance généralisée, l'enfer en fait, que nous risquons de léguer aux futures générations si nous ne réagissons pas et si nous ne mettons pas un coup d'arrêt à notre appartenance à cette Union européenne qui est en train de virer à la dictature, parce que comme toute dictature, comme tout projet utopique qui n'arrive pas au résultat promis, eh bien, elle a tendance à vouloir interrompre, couper court à toutes les critiques qui se font jour contre elle.